messieurs, amis téléspectateurs, merci de votre attention. Nous sommes encore dans un numéro spécial Pourquoi vous? Nous avons mis cet espace sur Géopolis Télévision et sur d'autres chaînes partenaires parce que la question est posée à ceux qui se sont présentés au peuple pour demander leur suffrage. Alors le peuple leur demande, mais pourquoi vous? Il faut donc construire pour le peuple, pour les électeurs, les raisons de l'adhésion éventuelle à l'un ou à l'autre des candidats. Nous sommes ici honorés par un candidat qui a accepté de répondre à nos questions. Nous sommes ici avec le numéro 17, le pasteur Théodore Ngoï, qui n'est plus à présenter dans l'espace politique congolais parce que c'est un homme qui a fait ce qu'on appelle ici ses lettres de noblesse au travers de son combat politique. Nous sommes donc là pour découvrir un tout petit peu qu'est-ce qui est au fond de lui-même, qu'est-ce qui le pousse tant à se battre, quelle est la nature de son combat, mais surtout aussi quelle est l'offre politique qu'il propose aux différents Congolais, aux différents électeurs pour le 20 décembre. Nous allons donc passer avec lui un moment. Nous espérons que vous serez attentifs parce que les questions et les réponses devront vous servir de base du jugement pour demain. Pasteur, merci de nous recevoir et merci surtout d'accepter cette interview. Merci. Ça fait de longues années qu'on vous connaît. Moi, personnellement, j'ai commencé ce métier, vous étiez déjà en train de passer à la télé. Vous voir candidat président de la République, ça ne me surprend pas, mais ça m'étonne en me disant, mais qu'est-ce qu'il cherche? Aujourd'hui, il est professeur d'université, il est avocat de renom, il a une vie quand même confortable, il a la notoriété et il a certainement une église dans laquelle l'église, il a des fidèles qui suivent sa parole. Pourquoi il prend le risque d'aller encore dans l'arène des crocodiles? Pourquoi il prend ça? Quelle est son insatisfaction? Pourquoi il fait ce pas? Encore une fois, voilà ma première question qui est un étonnement. Pour enchasser les crocodiles, justement, qui prennent la part du peuple. Le Congo, depuis 1885, a fait l'objet d'un pacte qu'on appelle l'acte général de Berlin, qui confère à des nations le pouvoir d'empêcher le Congo d'être une nation souveraine, un pays souverain, un État souverain, et qui a installé au Congo un homme, Léopold II, comme gardien des intérêts des autres. Lorsqu'il a commencé à construire la Belgique avec nos ressources, avec notre argent, on a demandé qu'il soit poursuivi pour génocide, parce qu'il y avait effectivement un génocide. Donc, le génocide rwandais contre le Congolais n'est pas le premier. Enfin, c'est un génocide rwandais, bien sûr, mais le Rwanda et son président actuel mènent la guerre contre le Congo par procuration. Et il y a des nations qui ont, en 1985, dit que le Congo, c'est le coffre-fort de ressources pour le monde dit libre, le monde occidental. Et donc, quand nous arrivons en 1960 avec un Premier ministre réellement élu et qui dit « nous allons bâtir un pays au cœur de l'Afrique », il a dénoncé la traite négrière. On a dit que c'est un chien enragé. Un chien enragé qui devait mourir. Et on l'a tué. Mobutu est resté jusqu'en 1997. Il a certes réussi un peu à nous rassembler comme nation, mais il n'a pas construit l'économie. Surtout, il a détruit l'homme. L'homme dans ses repères. Pour construire une nation, il faut avoir des repères. Ces repères sont des valeurs qui rassemblent tout le monde. Et ces valeurs, on les défend avec des règles, justement, qui reflètent ces valeurs. C'est ça, bâtir l'état de droit. Les éléments constitutifs de l'état de droit, c'est la légalité, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et donc, il y a des valeurs qui sous-tendent ces règles-là. On nous a laissé quelles valeurs? On se battait pour quelles valeurs? Moto abongisa. Chacun s'est battu pour lui-même. Sur la route, chacun veut passer avant l'autre. Tout ce qui intéresse le conducteur, c'est comment lui va passer et arriver là où il va. Il ne se préoccupe pas de l'intérêt général
il ne se préoccupe pas de respecter l'autorité et la règle qui permet le déplacement harmonieux de chacun sur la route. Et c'est comme ça, dans les différents secteurs de la vie, chacun se bat pour son pain au détriment des autres. Et le pays, évidemment, en souffre sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. On peut, sur le plan socio-culturel, parler de l'éducation. Dans notre éducation aujourd'hui, c'est l'enseignement, et non plus l'éducation morale, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, associée à tous les autres aspects. On ne se préoccupe plus de structurer l'esprit par le savoir-être, on se contente de meubler l'esprit par le savoir. Mais le savoir n'a pas de fondements, les rudiments ne sont pas donnés. L'enseignant qui, à la base, pose les fondements sur lesquels on va construire la personnalité, l'homme civique, le citoyen qui va travailler pour son pays, qui va défendre au prix de son sang l'intégrité territoriale, cette base n'existait pas parce qu'on ne paye pas l'enseignant comme il se doit, on n'honore pas l'enseignant, on ne lui donne pas les moyens de sa dignité, alors l'enseignant déserte, tout en étant là, il n'accomplit pas totalement, entièrement son métier, il n'exerce pas comme il se doit. Résultat, on a des diplômés d'État qui parlent un français très douteux, qui l'écrivent très mal. Moi, je suis professeur d'université, vous l'avez dit, je suis professeur ordinaire, je suis chef de département, mais je vous assure qu'il est difficile de lire certains travaux de fin d'études, des mémoires, même parfois des thèses. Hein. Et donc, le pays est déchiré parce qu'il y a des crocodiles internes, des crocodiles externes. Je viens là pour les faire tomber et prendre la place qu'ils ont occupée pour se servir. Alors, Pasteur Théodore Ngoï, vous êtes un homme, seulement un homme, c'est tout. Vous n'avez pas derrière vous une machine politique, vous n'êtes pas dans une... Vous n'avez même pas créé des partis, vous vous présentez seulement à titre personnel. Est-ce que c'est suffisant pour basculer un pays dont vous venez de décrire le déclin avec tant de talents? Est-ce que vous pensez que le fait simplement de vouloir que ça change parce que vous êtes un homme, ça suffit? Pharaon, chef d'un pays à l'histoire millénaire, sagesse millénaire, aujourd'hui symbolisée par les pyramides, c'est quelle intelligence qui a pu construire à l'époque où il n'y avait pas la machine que l'on a aujourd'hui, fait un songe. Dans ce songe, on va lui expliquer, il vit dans ce songe une période de vaches grasses, de prospérité. Et puis, quelques temps après, il vit une période de vaches maigres. Il ne comprend pas. On lui dit, on va réparer une faute. Il y a un homme, un esclave, mais qui est différent des autres. Pas parce qu'il a fait Advar ou il a fait l'Université Kinshasa, mais parce qu'il est à l'école de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père. Celui-là, il est le fils de Jacob Israël, qui a cru en Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et on fait venir Joseph. Il lui explique tout simplement que c'est Dieu qui lui a révélé qu'il y aura une période de famine. Il faut gérer préventivement cette période. Et Pharaon dit, où trouverions-nous un homme? Il n'a pas dit, où trouverions-nous des hommes? Où trouverions-nous des grands partis politiques? Où trouverions-nous un homme en qui réside l'esprit? Donc c'est un homme qui fait l'histoire. Toutes les nations du monde, lisez, vous êtes grand journaliste, vous verrez qu'à un moment donné, on a eu besoin d'un homme.
C'est poétique, mais ça ne nous ramène pas à la réalité d'aujourd'hui. C'est vrai que si vous êtes l'homme qu'il faut, ça signifie que vous êtes aussi comme celui à qui Dieu a révélé qu'il sera présent du pays. Je n'ai jamais dit ça à ceux qui le disent, de se souvenir qu'il est écrit, lorsqu'un prophète dira une chose, l'attribuant à Dieu, s'il n'arrive pas, il sera puni de mort parce que c'est un faux prophète. Ceux qui font de telles déclarations doivent se préparer à passer devant les tribunaux de l'histoire. Si la chose qu'ils ont dite ne s'accomplit pas, ils auront eux-mêmes jugé qu'ils sont faux. Alors, prenant votre exemple de Joseph, parce que vous l'avez cité, Joseph avait une sagesse immanente, comme on dit, et il avait la capacité de découvrir des choses, des mystères. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes un homme intelligent, je ne peux pas douter de cela. Mais quel est le paraclet? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la chose qui va déterminer tout? En réalité, c'est quoi que vous avez de particulier pour que, en tant qu'homme, vous constituez les lieux de rupture? Joseph Kabila, alors président de la République, me reçoit et je lui dis, Excellence, je suis désillusionné. Je vous connais depuis 2 ans et je ne peux pas être rétabli dans mes droits à la Banque centrale parce que j'avais été mis en démission d'office injustement par le gouverneur de l'époque. Jusqu'au moment où je parle, je réclame d'être rétabli dans mes droits. Je ne sais pas si le président de la République sortant va le faire. Le président Joseph Kabila n'a pas voulu le faire. Les ministres, les premiers ministres qui se sont succédés m'ont reçu, notamment mon confrère Chibala m'a reçu. Il m'a promis qu'il allait régler ce problème, c'est-à-dire me rétablir à la banque, payer le montant que j'ai demandé pour les réparations des torts causés à ma propriété, des dommages qu'on avait causés à ma propriété, contre des valeurs immatérielles, des valeurs matérielles, me rétablir dans mes droits au Parlement parce que j'avais été empêché de siéger par Kingwa Kumwanza et celui qui était gouverneur, qui est aujourd'hui candidat numéro 3. On m'a empêché de siéger au nom de Joseph Kabila et on m'a privé des salaires injustement. J'ai été ensuite reçu par Ilonkamba, dans les mêmes bureaux, un peu différemment décorés. Il m'a dit qu'il connaissait cette maison et qu'il allait me rétablir dans mes droits. Il est parti sans le faire. Et je n'ai pas posé ce problème au président sortant quand je l'ai rencontré, lorsqu'il m'a fait l'honneur de m'inviter. Mais j'ai posé les problèmes récemment. J'attends que l'on puisse me rétablir dans mes droits. Donc si demain il y a un paiement qui est fait, ce sera tout simplement mon droit dans lequel je suis rétabli. Alors Joseph, à cette époque, Joseph Kabila, je vais dire, président de la République à cette époque, me regarde, son visage change brusquement, je m'aperçois qu'il y a de l'huile, de cette huile qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut percevoir. Il est loin et il lève son doigt et dit « Ne parle pas comme les Congolais. Tu n'es pas comme les Congolais. Tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour le Congo. » Etienne Tshisekedi, Hassan Siti, entend son épouse, Maman Marthe, elle est encore vivante, me reprocher l'accord des cascades, en me disant « Mais tiens, est-ce que tu peux encore nous prêcher ?» Son mari l'arrête et dit « Tu ne parles pas à Théodore comme ça, il n'est pas comme les Congolais. » Bien avant, il m'avait dit « Pasteur, c'est toi qui fera de ce pays un état de droit. » Cela est connu du président de la République sortant, Tshisekedi, Antoine, Félix Antoine, parce qu'il me l'a rappelé. Il m'a dit, Maman Marthe m'a dit que vous étiez très proche de mon père et qu'il avait dit ce que vous aviez déjà dit. C'est que, en réalité, on n'a pas besoin de partis politiques en réalité, encore que je suis dans un pays où historiquement, sociologiquement, les partis politiques se font et se défont au gré des intérêts divergents.
vous allez regarder, même les candidats qui sont en compétition avec moi, certains n'est juré que par Joseph Kabila. Ils appelaient leur père, qui ne trahirait pas, mais ils l'ont trahi. D'autres étaient des acolytes de Bemba, dans leur guerre contre leur propre pays, soutenus par l'Ouganda. D'autres encore étaient au service de l'agresseur rwandais, à travers leur parti politique. Quelle offre ont-ils, ceux qui se sont associés à un moment donné dans notre histoire, à notre agresseur ou aux dirigeants qui ont des comptes à rendre à ce pays ici? Où est passé l'argent? Ce n'est pas Joseph Kabila qui est accusé, c'est lui qui est aujourd'hui candidat numéro 3, de la disparition des 10 milliards de dollars. C'est dans la bouche de Joseph Kabila. Lorsque, pour des intérêts qui les concernaient, ils ne s'entendaient plus, l'un restait président, l'autre est devenu opposant, alors qu'ils étaient le fils et père. Eh bien, il a parlé des 10 milliards de dollars qui auraient disparu. Joseph Kabila, le discours existe, vous pouvez le retrouver. Vous êtes un journaliste, historien de l'événementiel. Nous avons appris, sous Tshisekedi ici, que l'on détournait jusqu'à 500 millions de dollars. Alors qu'on nous parlait d'un budget de 100 milliards, nous nous sommes retrouvés qu'avec un budget de moins de 4 milliards. Mais pendant ce temps, on pouvait détourner jusqu'à des milliards dans ces pays. Donc il y a un problème réel, c'est un problème d'hommes. Comme disait Blumenthal, du Fonds monétaire international qui était à la Banque du Zaïre à l'époque, sous Mobutu, il a dit le problème du Congo est moins un problème économique qu'un problème d'hommes, un problème de mentalité. Qu'est-ce que j'ai donc? Ma foi en Jésus-Christ, qui m'a déterminé à être l'homme de conviction, que je ne peux exercer le pouvoir, que j'ai refusé parce que Joseph Kabila me l'a proposé, le président Tshisekedi, il a aussi proposé. J'ai posé des conditions. Je n'ai pas refusé comme tel, j'ai dit, si je dois exercer les fonctions, voici mes conditions. In fine, on n'a pas considéré mes conditions. Et vous êtes présenté papa, vous-même. Alors aujourd'hui, voilà. Maintenant, je considère Oui. qu'en étant moi-même président de la République, je pourrais imposer, je dis bien imposer, l'esprit de justice au pays. Ou si vous voulez, le communiquer. L'imposer aussi par l'imposition de l'esprit du respect des règles établies. alors vous allez vous présenter dans quelques jours au peuple congolais qui va voter. Qu'est-ce que vous lui, à part ce que vous venez de dire, et ce qui est tout à votre honneur, parce que l'esprit de justice, c'est ça qui élève une nation, et ce n'est peut-être pas moi qui peux oublier cela. Mais vous devez articuler une offre politique pour qu'elle soit intelligible et qu'elle permette la décision. Votre offre politique se présente de quelle manière? Premier point, le problème, c'est l'homme qu'il faut réformer. Le problème, c'est l'homme qu'il faut choisir. Le problème, c'est l'homme qui va mettre fin à la guerre. Le problème, c'est l'homme qui va mettre fin à la corruption, au détournement, qui va récupérer, et ça, je vais déjà à la deuxième étape, puisqu'il faut être un homme honnête et intègre, ce que je suis, personne ne contestera mon intégrité, mes convictions, ni Joseph Kabila, ni Tshisekedi, le président sortant, qui va faire la remise et reprise avec moi, bientôt je l'espère, c'est pour ça que je suis candidat président de la République. Donc, le combat essentiel d'ailleurs qui va dominer tout mon mandat, c'est réformer l'homme. Amener l'homme congolais dans quelques domaines qu'il exerce son activité, d'avoir conscience que le respect de la règle établie ou convenue va préserver l'équilibre communautaire, l'équilibre de l'activité commerciale, l'activité économique
de l'activité éducationnelle, agricole, etc. Et sur cette base-là, puisque je vais mettre fin à la gabegie financière, je vais mettre fin au détournement, je vais récupérer l'argent. L'argent qui va dans les poches des prédateurs nationaux associés aux prédateurs internationaux. Mais regardez, expliquez-moi comment un magistrat qui a un salaire de 2 000, peut-être 3 000, tout au plus, roule dans un véhicule qui lui a coûté 50 000 $. Comment il a eu ça? Il existe une infraction de blanchiment des capitaux, mais le ministère public ne poursuit pas parce que lui-même, le ministère public, utilise souvent le MAP, le mandat d'arrêt provisoire, pour se faire de l'argent. Le magistrat qui devrait poursuivre, il est lui-même dans les blanchiments des capitaux, parce que qu'on nous dise comment tous ces magistrats qui construisent des maisons en étage les ont eu, comment ils les ont obtenus. Qu'on nous explique comment tous ces Congolais qui sont dans les régies financières et qui construisent des grandes maisons, pas une, pas deux, plusieurs maisons, ont eu de l'argent. Vous voyez? Et donc, je vais récupérer tout cet argent, et c'est beaucoup d'argent. Je vais le rendre aux Congolais sous forme de salaire décent, sous forme de création d'emplois. Mais surtout, et ça c'est le grand projet, je vais le rendre sous forme de voies d'évacuation de nos produits, voies ferroviaires, voies lacustres, voies maritimes, voies routières. Vous savez que vous et moi, nous sommes dans un pays où notre alimentation est sous le contrôle des Indiens, des Libanais ou des Chinois, pas des Congolais. Nous allons dans l'alimentation acheter une mangue importée de l'Afrique du Sud, alors que nous avons des mangues dans ces pays ici. Dans toutes les provinces de ces pays, nous avons des mangues. Dans toutes les provinces, il y a des fruits, toutes sortes de fruits naturels. Mais on nous amène, nous vivons de l'importation des produits que nous amenons dans les pays ménagères. Alors qu'avec les routes, notamment les routes de dessert agricoles, nous permettrons la circulation de tous ces fruits qui pourrissent. Nous avons du poisson, variété des poissons. Nous avons des ressources forestières. Nous avons des ressources animales. Nous avons tout ça. Mais il nous faut des routes. Nous allons faire des ponts. Ça, c'est les grands projets. Donc, la connexion... À la fin de mon mandat de 5 ans, oui, le Congo aura été désenclavé. Ça, c'est très important. Vous pourrez prendre votre vélo, le paysan qui travaille dans les champs, quelque part, à Manembankoulo, qu'ils envoient je ne sais pas moi où, va prendre un vélo. Il met les produits, il les amène. Nous avons des produits qui pourrissent ici dans le Congo central. Alors, une question que je veux poser à ce moment, parce que nous sommes arrivés au milieu de cette émission. Vous avez élaboré une problématique qui est certaine. Alors, je vous ramène au début. Vous avez dit que le pays a été construit par une volonté internationale comme un réservoir des ressources naturelles, un coffre-fort. C'est comme ça que cette économie du pays est une économie extravertie. Donc, les structures économiques de ce pays sont mises en place pour que tout mouvement de production soit au service des économies d'ailleurs. Comment vous pouvez renverser cette tendance? Comment vous pouvez... Parce que si on ne change pas la structure de l'économie, on ne peut pas changer le destin du Congo. Pensez-vous qu'avec la demande mondiale, avec la pression mondiale, avec la place du Congo aujourd'hui dans les concerts des nations, le Congo peut avoir des ressources suffisantes, je parle de ressources politiques, pour changer la structure de son économie? Je vous ai dit que Pharaon a dit « Où trouverons-nous un homme comme celui-ci » Nous avons le cas ici de Laurent Désiré Kabila. J'oublie toujours son nom, il fut secrétaire d'État américain. Il venait d'ailleurs de publier Evan Cohen. Moi, je l'ai lu. Il a écrit en anglais « For the first time, a man starts to build a nation ». Voilà. Pour la première fois, un président a commencé à construire une nation.
sans Banque mondiale, sans Fonds monétaire international, attaqué de toutes parts, occupé sur une grande partie du pays, mais il a pris les ressources sur la partie qu'il contrôlait. Il a commencé à construire le pays. Je me souviens de l'inauguration de la route que nous appelons aujourd'hui Boulevard Triomphal. En 78, Mokolo Wampombo. Il a inauguré avec casque et tout ça, mais on n'a jamais fait cette route-là. Mais lui, il l'a fait en moins de 3 ans. Je crois en une année. Il a fait cela. Donc, c'est possible pour nous de nous libérer. Je viens de dire, nous allons faire circuler d'abord nos produits. Et nous allons les manger, mais aussi les vendre. Savez-vous qu'à l'époque belge, on a prêté l'avion pour amener nos légumes à l'étranger. Tout un avion, beaucoup de légumes, on les vendait venant de ces pays. Est-ce que vous savez que la Belgique a organisé la migration Banyarwanda? C'est de là que nous viennent beaucoup de Rwandais qui s'autoproclament Congolais d'origine, alors ils peuvent réclamer la naturalisation. Ils venaient pourquoi, les Rwandais? Pour travailler dans les plantations de thé, de café. Vous voyez? Donc, c'est possible de transformer Absolument. des structures de... Absolument. Vous dites comment, sur le plan politique, nous allons trouver les ressources pour nous libérer. C'est l'homme que je suis. Il faut savoir parler et il faut savoir porter la parole du Congo, la porter de la manière la plus excellente, mais aussi la plus convaincante. Alors, l'homme que vous êtes va régler comment la question de la guerre à l'Est? Parce que ça, si vous devenez président dans quelques jours, hein, vous trouverez sur votre table ce dossier des M23, ce dossier de l'EAC, ce dossier du Rwanda. Vous faites comment? Vous négociez avec Kagame ou vous êtes pour la pleine totale guerre? Je ne peux pas dire je vais négocier avec Kagame. Je ne peux pas non plus dire je vais faire la guerre à Kagame. Mais je vais agir en homme avisé. Jésus-Christ a dit il faut toujours calculer la dépense. Moi, je ne ferai pas de promesses. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut d'une part parler haut et fort au sein de la communauté internationale pour que la guerre et les génocides et l'exploitation illégale des ressources soient reconnus. Il y a eu des rapports Safiatou que moi-même j'ai exploités, mais on les a oubliés. L'ONU a démontré que tous les États du monde s'étaient organisés pour exploiter les ressources et les autres richesses du Congo. Cette dame-là, Safiatou, je ne sais pas si elle vit encore, c'était une Ivoirienne, elle a dit que notre vie est exposée à une lame des rasoirs du peuple congolais à cause de nos richesses. Le pays est convoité. Donc, toute cette guerre-là, Kagame n'est qu'un instrument. Donc, il faut savoir convaincre la communauté internationale. Et les moyens pour convaincre la communauté internationale, c'est s'organiser d'abord à l'intérieur. L'intérieur, c'est les élections dans quelques jours et vous êtes cité parmi les candidats qui ont fait une démarche pour pouvoir empêcher la tenue des élections par une démarche à la Cour constitutionnelle. Vous voudriez devenir président, mais en même temps, vous attaquez l'organe qui peut vous y amener. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle? Heureusement que j'ai devant moi. J'espère que l'on pourra apprendre ça. Voilà, ce que vous voyez là, ça s'appelle récépissé. C'est la preuve que nous avons déposé une requête. Et cette requête a été enregistrée sous le numéro de rôle RCONS 2120. Quel est l'objet de notre requête? Nous demandons au juge de la régularité, ex ante et ex post. Ces juges, c'est la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir de vérifier que la CENI qui est chargée
au terme des dispositions de l'article 211, d'assurer la régularité du processus, la CENI le fait. Or, nous nous sommes aperçus que la CENI, en violation des règles de la régularité, c'est-à-dire la loi électorale, n'a pas publié, n'a pas surtout affiché les listes provisoires par centre de vote et par bureau de vote, avec indication du bureau de vote, pour permettre au contentieux de se régler, contentieux du nom qui a été mal repris, n'a pas publié. Nous constatons que la CENI ne délivre pas les duplicata à tout le monde. Quand on délivre les duplicata, ils s'effacent aussi. Et parfois, le numéro est différent du numéro de la carte. Alors que le duplicata, c'est reprendre les mêmes informations. C'est une copie. Et nous sommes aperçus que, à cause de cela, nous n'avons pas d'électeurs. Nous n'avons presque plus d'électeurs. Parce que 80 à 85% des électeurs ont des cartes effacées. Or, la qualité de l'électeur est conférée par l'inscription de l'électeur sur la liste électorale et la détention de la carte électorale ou de son duplicata, délivré par la CENI. Nous nous sommes aperçus que la CENI n'a pas publié 30 jours avant le lancement de la campagne les listes définitives qui devraient être affichées par centre de vote et bureau de vote. Pourquoi 30 jours avant la campagne? Parce que la campagne n'est pas ce que l'on voit, les spectacles où la plupart des candidats qui ont de l'argent dont on ne connaît pas l'origine vont donner à des individus qui sont affamés, qu'on a affamés volontairement, et on se présente comme celui qui ne veut rien chercher, qui ne demande rien, alors qu'on a des comptes à rendre à cette République pour avoir géré soit la République, soit une province, et qu'on a des comptes à rendre parce qu'il y a des traces d'enrichissement illicite. On donne de l'argent aux gens, ils viennent nombreux, on fait le spectacle. Et puis, il y a des journalistes, et vous n'êtes pas de ceux-là, qui croient que c'est ça, la campagne. Et qui me demandent parfois, vous n'êtes pas en campagne. Mais enfin, là, c'est la campagne que je fais. Je m'adresse à ceux qui peuvent suivre Géopolice. Et ils sont nombreux. Et donc, la campagne consiste à s'adresser à un électeur que vous connaissez, dont le nom est affiché dans un bureau de vote. Donc, si Kalengai est affiché dans tel bureau de vote et que ce bureau de vote est éloigné de là où je suis, mon représentant... Alors, quelles sont les marges de la Cour constitutionnelle? À quoi peut-elle aboutir de vos dents? J'ai de corriger les irrégularités ordonnées à la Cour, et nous terminons en disant ordonner à la CENI d'accomplir les actes susvisés pour assurer la régularité du processus, sa transparence, sa crédibilité et son caractère impartial, inclusif et démocratique pour la tenue effective au 20 décembre des élections crédibles. Alors, au cas où la Cour constitutionnelle n'arrive pas dans les délais à traiter ce dossier, vous irez quand même aux élections. Mais nous disons, pourquoi nous disons que nous ne sommes pas dans le mensonge qui est diffusé? Parce que justement, nous voulons aller aux élections le 20 décembre, mais dans la clarté, pas dans l'obscurité. Alors, dans le cas où... Oui. A tout organisé, tout planifié pour que l'obscurité, n'est-ce pas, l'obscurité demeure et qu'on nous sorte un candidat élu par des gens qu'on ne connaît pas. Alors, c'est pour ça que nous demandons la clarté dans l'intérêt de la démocratie et de la paix. Quand vous avez rencontré le président de la CENI, parce que vous l'avez eu dans une réunion avec tous les candidats, peut-être une opinion pensait que c'est à ce moment-là que vous alliez demander un peu plus de temps pour que ces questions-là soient réglées. Pourquoi vous n'avez pas demandé un report des élections? Mais, vous savez ce que la CENI a fait? On nous a traités comme des enfants dans une classe. D'abord, on nous demande d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Je ne sais pas depuis quand il est devenu son Excellence. Et c'est là que le président David sortant a fait preuve de beaucoup d'humilité d'ailleurs, parce que je l'ai entendu dire « Ah, on doit se lever ». Nous nous sommes tous levés pour saluer son Excellence, Monsieur le Président de la CENI.
Et son Excellence est venu nous dire, voilà, je vous présente un certain nombre de cartons, je crois plus de 400. Il y a les listes des électeurs là-dedans. Le plus nanti d'entre vous peut les photocopier et les donner aux autres. Vous vous rendez compte? Et il est passé table par table pour déposer la cartographie d'une province. D'une province. Par candidat. Voilà ce qui s'est passé là. Et quand nous avons commencé à parler, il y en a qui ont parlé de ça, du fait qu'il n'y avait pas de liste d'électeurs, notamment M. Fayoulou, mais on a presque commencé à lui faire des remontrances. On l'a sermonné par M. le préfet Kadima. Et lorsque je l'ai interpellé pour dire, mais les candidats présidents de la République, à la publication de la liste, ce qui n'a pas été fait, publication de la liste dans le journal officiel. Et cette publication doit être suivie de la notification aux candidats. On ne nous a jamais notifié la liste définitive, publiée au journal officiel. Et cette notification doit être faite également au gouvernement à l'intention des missions diplomatiques congolaises, diplomatiques et consulaires à l'étranger, parce qu'il y a des électeurs aussi de l'étranger. Le candidat président peut voyager, il doit donc avoir un passeport diplomatique. C'est pour ça que nous saisissons la CENI aussi, et plutôt la Cour constitutionnelle, contre le ministre des Affaires étrangères, qui vient nous expliquer pourquoi il ne nous a jamais donné les passeports diplomatiques pour nous permettre d'aller faire campagne en Afrique du Sud, par exemple, où il y a des électeurs. Et les candidats présidents de la République doivent être protégés de manière égalitaire. La loi dit précisément qu'ils doivent être traités sur le même pied d'égalité. 25 policiers avec tous les dispositifs de sécurité. Mais M. Kazadi, mon confrère, Peter Kazadi, estime qu'il n'y a pas de véhicule pour donner. Nous avons payé 100 000 $. Et la Bible et la loi dit que la garde, tous les dispositifs de protection, c'est à charge du Trésor. Nous avons versé l'argent dans le Trésor. Pourquoi on ne nous donne pas des véhicules de suite, on ne nous donne pas des véhicules de pointe? Parce que le président doit être protégé, le candidat président de la République doit être protégé pendant la campagne, à sa résidence, sur la route et au lieu de campagne. Ça veut dire qu'il y a un matériel de sécurité approprié pour que quand il est sur la route, une route où il y a souvent des embouteillages, la sécurité montre son visage et on laisse passer le candidat en toute sécurité parce qu'il est susceptible de diriger le pays demain. On peut lui en vouloir, on peut vouloir tirer sur lui. Mais le ministre de l'Intérieur ne comprend pas ça. Et nous avons posé ces problèmes, y compris au président de la République sortant. Et voici ce que le président de la République sortant m'a dit, à moi. Mais c'est le ministre de l'Intérieur. J'ai dit, mais il est sous vos ordres. Tout ce que j'ai pu recevoir, c'est un sourire du président de la République. Et rien jusqu'au moment où nous parlons ici. Alors, vous venez de décrire un tableau qui n'est pas très encourageant pour la tenue de ces élections. M. Kadima a eu plus d'argent que les deux précédents présidents, ou les trois précédents, parce qu'il y a eu... Deux fois. Il y a eu Malmalou, je crois, 2 fois, et puis Mulonda Enanga. Je crois, je ne me trompe pas, lui, il a eu plus d'argent, il a prévu de dépenser plus d'1 milliard. Évidemment, il y a eu le double aussi des électeurs. Et les voilà qui écrit une lettre, j'espère que c'est un faux, une lettre pour dire, je ne sais pas déployer, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Dans 12 jours, c'est l'élection. Mais on nous sort un papier disant, Monsieur le Président, on écrit au président, au candidat président de la République sortant, voilà, il nous faut des Antonov, il nous faut ceci, des hélicoptères pour déployer le matériel. Un candidat populiste va dire, moi je peux donner l'argent. Mais c'est inacceptable que l'on puisse dire ça. Je crois que les gens ne comprennent pas. Comment je dirais, je cherche le mot qui soit conforme, n'est-ce pas, aux principes qui me gouvernent. Dignité, honneur, délicatesse.
Donc je ne peux pas utiliser des mots qui froissent qui que ce soit. En tout cas, ce n'est pas approprié que de dire, moi je suis candidat, donc voilà, moi je peux faire ça. C'est inacceptable. L'État doit assumer sa responsabilité. Nous allons vous poser la dernière question, parce que nous supposons que d'ici 8 jours, nous allons encore venir. Vous avez des choses à dire importantes. Oui, je vous proposais de diriger la presse présidentielle quand je serai président de la République. Je ne peux que me réjouir d'une telle offre. Voilà. Encore faut-il que... Je vous connais très jeune dans la profession. Vous êtes appréciable. Hein? Il ne s'agit pas de moi, ça me fait plaisir d'entendre ces choses. Mais la dernière question que je vous la pose, c'est toujours traditionnelle. Vous regardez cette caméra, alors vous regardez le peuple. Dites à ce peuple pourquoi il doit voter pour vous. En résumé. Je suis Théodore Ngoï Ilunga Wansenga, candidat président de la République numéro 17. Pourquoi vous devriez voter pour moi? Parce que je vais faire ce que personne d'autre n'a fait et probablement ce que personne d'autre ne fera. Il y aura certainement des gens qui feront aussi ce que je vais faire après que je l'aurai fait. Je servirai de modèle, je le crois, tout à fait humblement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre à la tête du pays un homme honnête et intègre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un homme qui va empêcher les détournements, empêcher la corruption, empêcher que l'on mette la main sur votre argent, l'argent public, pour aller dans les poches des gens, au Congo et en dehors du pays. Un homme qui va parler haut et fort et faire respecter le Congolais dans les conseils des nations. Faire entendre la voix du Congo dans les conseils des nations. Pour cela, ça demande de la compétence. Il faut avoir de la compétence. C'est pour ça que le président de la République sortant, avec qui j'espère faire la mise et reprise, est allé chercher les diplômes pour l'honneur. Hein, les diplômes que nous avons obtenus après avoir souffert sur le plan intellectuel. Je suis professeur ordinaire. Et le président de la République sortant est allé, avec une foule nombreuse, demander pour l'honneur le même diplôme que moi j'ai eu, que j'ai, et on lui a fait porter la tenue de professeur ordinaire que je suis, mais qu'il n'est pas. Il était en train en fait de dire, il vous faut trouver un professeur ordinaire. C'est pour ça que je viens chercher ça. Donc, je suis compétent. Je suis moralement honnête et intègre. Je suis un homme de conviction. Je ne dis pas une chose le matin, son contraire le soir. Vous avez besoin de cela pour qu'on vous rende votre argent public, qu'on vous rende votre patrimoine qui est en train d'être dilapidé et que vous puissiez le retrouver sous forme d'emploi, sous forme d'accès à l'eau, à l'électricité, d'accès à un logement décent, d'accès aux soins de santé appropriés, à la prise en charge immédiate de vos problèmes de santé, etc. L'accès à une école avec l'infrastructure qui permet de former sur le plan du comportement, sur le plan intellectuel, etc. Regardez, si vous faites 17, vous cherchez 17, vous prenez 20. Vous faites moins 3, vous avez 17. Faites tomber les 20, faites tomber les 3. Vous avez un homme intègre qui va vous conduire. Le 17e jour, Dieu fit pleuvoir et la pluie détruisit tout le mal. Le 17e jour encore, Dieu prit l'arche et l'amena sur la montagne de la paix. Avec le 17, nous serons sur la montagne de la paix, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il combattra pour nous. Nous mettrons fin à la guerre, nous mettrons fin à l'occupation. Avec Jésus-Christ, nous ferons ce que personne ne peut faire pour nous. Merci. Merci, Pasteur Théodore Ngoï, candidat numéro 17 à l'élection du 20 décembre 2023. Merci d'avoir été à Pourquoi vous, et nous avons certainement donné la parole à un homme qui a dit selon son cœur, et par respect pour cette parole, elle vous arrive telle qu'elle a été dite. C'est ça aussi notre devoir. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce soir. Nous espérons retrouver à une autre occasion, dans d'autres circonstances, M. Théodore Ngoï.
Et nous pensons que vous allez rester fidèle à Géopolis Télévision pour suivre d'autres émissions, pourquoi pas d'autres candidats. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.